Bonjour à tous, c'est Laurent, on est sur la chaîne L-Prod et je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo dans laquelle, une fois n'est pas coutume, on va un petit peu parler aussi de l'univers des drones aujourd'hui. Malheureusement, des drones qui font l'actualité, ces drones iraniens qui ne sont pas des drones pacifiques. En revanche, on s'intéressera aussi à un drone, cette fois-ci plutôt de loisir. Si vous voulez vous lancer dans cet univers des drones, eh bien on parlera du DJI Neo 2. C'est une des nouveautés de la marque DJI et on verra qu'il est pratique pour celles et ceux qui veulent débuter avec l'univers de ces petits appareils volants. Mais on n'oublie pas aussi qu'on parlera du spatial. On parlera du spatial avec une bonne nouvelle qui nous vient de la NASA et puis une autre qui nous vient de Boca Chica. Ça tombe plutôt bien, ça rime. Allez, c'est parti. On va donc commencer par ces drones non pacifiques, ceux qui bombardent actuellement des zones au Moyen-Orient, là où il y a des intérêts américains. Ce sont les Shahed 238, ces drones iraniens qui sont très violents, qui sont bon marché et qui malheureusement font beaucoup de mal par leur efficacité. Alors, qui sont-ils vraiment? Eh bien, ce sont d'abord des drones qui pèsent environ 500 kg. Ils ont un coût plutôt moyen, puisqu'ils coûtent en moyenne entre 17 000 et 43 000 euros, si on traduit en euros. Ce sont des drones qui ont surtout une vitesse incroyable, comparativement à ceux qui par le passé étaient les Shahed 136, qui pouvaient voler à 180 km/h. Là, on est quand même sur un appareil qui, lui, peut atteindre 500 à 600 km/h. Et en chute libre, quand il descend sur sa cible, eh bien, ça peut même aller jusqu'à 800 km/h. Ce sont des drones extrêmement difficiles à capter, donc pour les autorités adverses, parce qu'ils ont plusieurs possibilités. D'abord, ils ont une portée très longue, une portée de 2500 km. Ils peuvent voler à plus de 9000 mètres d'altitude, 9144, on va dire, pour être très très précis. Et donc, ces engins sont difficilement détectables parce qu'ils ont différentes façons de frapper l'ennemi. Ils peuvent frapper tout simplement par une direction logistique qui est menée par satellite, et donc ils vont toucher leur cible directement. Ils peuvent ensuite attaquer des cibles mouvantes, c'est-à-dire des transports de troupes, des transports au sol, grâce à des capteurs thermiques qui permettent de suivre ces véhicules ennemis. Et puis aussi en vol, ils ont cette possibilité de suivre un drone ennemi et pouvoir aller le toucher en plein vol. C'est un petit peu cette guerre des avions que menaient les pilotes dans les années de la Première Guerre mondiale, mais là cette fois-ci tout automatisé avec ce type d'appareil. Ces drones Shahed 238 qui sont donc de construction iranienne, russe, on dit aussi chinoise. En tout cas, ils équipent aujourd'hui cette armée et ils sont extrêmement dangereux. Voilà, je voulais vous en parler un petit peu pour qu'on fasse bien le rapport sur ce que sont ces engins, à quoi ils ressemblent, et surtout aujourd'hui le gros souci en tout cas pour l'armée américaine et pour ses alliés, du moins pour Israël, c'est de deviner combien l'Iran en a exactement. On a entendu dire aussi qu'il pourrait frapper la côte ouest des États-Unis grâce à des ramifications avec la mafia mexicaine qu'aurait l'Iran et qui pourrait effectivement depuis le Pacifique tirer là aussi avec ces drones en direction des États-Unis. On va passer quand même maintenant à des drones un peu plus pacifiques, si vous le voulez bien. On va parler de DJI. On va parler maintenant d'un autre drone, heureusement celui-ci plus pacifique. Si vous voulez vous faire un petit plaisir, là qui sait, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, c'est le DJI Neo 2. Je suis allé faire un petit tour sur une chaîne qui s'appelle UberL. Donc on salue UberL qui fait de très très belles vidéos, je vous invite à aller les regarder. Vous avez le descriptif de la chaîne là au-dessus. C'est un petit drone en fait qui pèse 160 grammes, qui a un gros avantage. Soit on peut l'utiliser avec une télécommande, soit avec un masque virtuel et un joystick, soit on peut l'utiliser avec la main.
Ça c'est très pratique parce qu'en fait il répond au doigt et à l'œil comme un petit chien. Voilà, vous pouvez l'emmener partout. Et grâce à des capteurs qui sont placés devant, il suffit de faire un geste avec la main. Si vous lui indiquez vers le haut, il va monter, et puis etc. à droite, à gauche. Voilà, donc c'est vraiment un petit jouet sympa qui permet surtout de faire du selfie. On est plus dans de la prise de vue pour des caméras, on est plus dans la prise de vue pour par exemple quand vous faites du vélo, quand vous faites de la course à pied. Voilà, donc très pratique pour ce type d'activité. En revanche, bon, pour ce qui est du vol, comme on le voit derrière moi, sur du paysage, c'est pas trop le drone très pratique, dans le sens que s'il y a du vent, voilà, on s'aperçoit très vite qu'il est assez limité dans ses déplacements en l'air. Donc voilà, plutôt un drone loisir pour de la proximité. Que peut-on dire? Qu'il a une autonomie de 17 minutes, alors qu'il est donné par le fabricant, on est plus sur une quinzaine de minutes. On peut bien sûr rajouter un bloc de 3 batteries, hein. Tout ça on verra dans le prix à la fin. Donc on peut avoir un bloc de 3 batteries, donc de rechange, ce qui est quand même mieux si on veut faire un vol un petit peu plus long. On peut le recharger aussi directement grâce à un adaptateur, mais là aussi ça prend un petit peu de temps, donc il vaut mieux avoir les 3 batteries. Il existe en 3 types de modules, soit le DJI Sol, soit donc avec la télécommande que l'on peut brancher à un smartphone. Ça peut fonctionner si vous avez un iPhone justement avec l'Apple Watch, donc avec sa montre, on peut aussi le contrôler. Et puis sinon vous avez le bloc avec aussi le masque et le joystick, ce qui est aussi une autre façon de le découvrir. Porté en Wi-Fi, donc il est donné pour 500 mètres, mais c'est vraiment de la théorie. Et puis si vous avez la télécommande en champ libre, mais là aussi c'est de la théorie, il est donné en longueur sur environ 7 km. Alors le prix, voilà, ça va de 239 à 600 € en fonction de la gamme que vous avez choisie. Mais globalement, alors si vous voulez faire juste du loisir pour 239 €, il est très bien. Si vous prenez tout le pack complet, moi je dis que pour 600 €, on peut trouver d'autres drones, peut-être un petit peu plus élaborés, et qui vous permettront de faire des choses peut-être un petit peu plus sympas. Mais sinon, un bon rapport qualité-prix pour ce DJI Neo 2. On va parler maintenant du spatial, avec une bonne nouvelle, celle de la NASA. Écoutez, Laurie Glaze, c'est l'une des administratrices en charge des programmes Lune-Mars. We are planning to roll out to the pad, back out to the pad, targeting next week, a week from today on the 19th. We are on track for that. Everything's going pretty well. Maybe even a little ahead of that, but we're shooting for the 19th. And then once we get back out to the pad, we'll configure for launch. Pending completion of the work in the VAB and at the pad, we are on track for a launch as early as April 1st. And we are working toward that date. Vous l'avez compris, si vous comprenez l'anglais, en fait, ça y est, tout est résolu pour la mission Artemis 2. Les techniciens se sont penchés, comme disait Michel Chevalet, sur tous les problèmes, les fuites d'hélium, c'est fini. Donc, si tout va bien, le HLS va quitter, le HLS c'est la fusée, hein, va quitter le VAB, donc l'entrepôt où elle a été ramenée, pour rejoindre le pas de tir le 19 mars prochain. Si tout va bien ensuite, et bien cette fois-ci, on pourrait avoir un vol annoncé pour le 1er avril. Alors on espère que ça ne sera pas un poisson, ou au moins un décollage prévu pour le 2. Il y a encore quelques fenêtres de tir au mois d'avril pour réaliser ce vol. Eh bien, souhaitons bonne chance à Artemis 2. Vol prévu j'ai une info supplémentaire, vol prévu normalement à 19h22, heure de Houston. Donc ça veut dire que pour nous en France, ça va être soit fin de nuit, soit très tôt le matin. Donc difficile de faire peut-être un live en fonction de la date de lancement. Si c'est sur un week-end, pourquoi pas. Si c'est en semaine, j'aurais du mal à vous le proposer, mais bien sûr on fera une vidéo du décollage. Allez, on va terminer par une autre actualité du spatial, et c'est encore une bonne nouvelle. Cette fois-ci, elle nous vient de Boca Chica, puisque, ça y est, le Ship 39 a fini ses tests cryogéniques. Regardez.
Voilà, le Ship 39 donc, a réalisé ces tests cryogéniques, hein, c'est-à-dire qu'on l'a rempli d'azote liquide très froide, hein, pour voir la résistance du Ship 39 au froid et à l'espace. Maintenant, il rentre dans son hangar Omega Bay, où on va installer ces 6 moteurs Raptor, et ensuite vont pouvoir commencer les essais avec les moteurs. Même chose aussi, et ça devrait arriver si ce n'est déjà le cas en voyant cette vidéo, sur le booster, donc le premier étage du Starship, qui sur la nouvelle table d'envol, sur le pad 2, eh bien, doit lui aussi tester 10 moteurs Raptor sur les 33 qu'il a en tout normalement. Donc on approche d'un 12e vol pour le Starship, et on ne doit pas se rater, donc on le comprend bien, aujourd'hui SpaceX ne prend aucun risque, et donc il va petit à petit. Prochain vol annoncé, alors d'après l'administratrice, la directrice de SpaceX, ce serait aux alentours du 6 avril, on est un petit peu dans les mêmes temps que pour Artemis 2, enfin aux alentours du 6 ou du 10 avril prochain, donc pour le lancement du Starship. Voilà, c'est terminé pour cette nouvelle vidéo. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas d'ailleurs à la partager sur vos réseaux sociaux, c'est ce qui nous fait le plus de publicité. Et puis aussi à vous abonner, hein, vous abonnez, et puis un petit pouce bleu si vous avez aimé, n'hésitez pas avec des commentaires, c'est juste en dessous. Merci à vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne L-Prod.